Salut tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, épisode exceptionnel, parce que nous avons un invité de marque, Manuel. Alors il s'appelle pas Marc. Hey Marc. Rien à voir. Ah. Nous sommes avec Jordan Belfort, le loup de Wall Street. How are you, Jordan Belfort? Écoute-moi bien, si tu me montres une fiche de paie avec 72 000 $ dessus, je quitte mon job illico et je bosse pour toi. Vous l'aurez reconnu, ce n'est pas Jordan Belfort, c'est bien Romain Lannéry. Bonjour. Vous serez déçu ou content, on sait pas trop. Ça va Manuel? C'est Jordan Beaufort. Oh oui, ouais, c'est pas mal. Est-ce que tu quitterais ton job Manuel pour 72 000 $? Non, Bah non, puisqu'il l'est fait par seconde, donc c'est vraiment pas assez. ce serait con. Bon les gars, j'ai au-delà du film, j'ai lu le livre de Jordan Belfort qui Ouais. s'appelle Le loup de Wall Street, vendre les secrets de ma méthode. Ok, donc c'est vraiment écrit par lui. C'est vraiment écrit par Jordan Belfort et ce qui est cool c'est que vu que c'est pas interprété par DiCaprio et que c'est pas pour le cinéma, tu rentres un peu plus en profondeur. Donc en fait, derrière des quotes comme règle du jeu, mettre l'argent du client dans sa poche, bon, il développe un petit peu et il se trouve que c'est pas tout à fait ça. Tu vois, et c'est ça qui est intéressant en fait. Il prévoit surtout son après-carrière. Il faut le dire, à part avoir fait et ce qu'on appelle le loup de Wall Street, Jordan Belfort, il a pas, enfin tu vois, c'est pas un truc foufou quoi. Une fois qu'il a fait un peu de prison et qu'il a eu des problèmes aux US, Bah, c'est un escroc, quoi. voilà, il fallait bien que Jordan Belfort paraisse du coup un peu plus sérieux que ce que le film. Enfin, j'ai même pas envie de dire le fait passer pour parce qu'en fait, il a été exactement comme dans le film. Voilà. Vous avez aimé le film juste pour l'anecdote ou pas Oui, il est bien. Bon, on l'aime pas autant que toi. Mais D'accord. moi, j'ai trouvé que c'était un bon divertissement. Par contre, je suis toujours pas riche. Donc je sais pas si peut-être il y a eu un bug sur mon DVD à moi, mais je suis pas devenu multimillionnaire. Bon, en tout Manuel, cas, toi Alors, T'es devenu multimillionnaire, oui, mais est-ce que t'as aimé le film? j'allais demander à quelle question il fallait répondre. Non, non, c'est pas mon type de film. Ok. Voilà. Il y a un bon jeu d'acteur. DiCaprio joue très bien. C'est trop folklorique. C'est trop fait pour Hollywood. C'est trop fait pour faire des entrées, du bling, du machin, du truc. Et c'est un divertissement avec des trucs exaspérants qui n'apportent pas grand-chose au récit. Voilà. bon, le livre, C'est un film qui est fait pour vendre du popcorn. le livre est plus sérieux. Il est un peu redondant à certains moments, etc. Mais j'ai quand même retenu 5 leçons, on peut dire un peu du loup de Wall Street. Donc c'est comme si vous faisiez un entretien. Merci Léo pour la Avec ref grand plaisir, dans c'est pour le titre, parfait. pour faire cliquer. Voilà. D'ailleurs, et juste pour la rêve, ça m'a beaucoup fait rire, il appelle les gens qui bossaient dans sa boîte les Stratoniens, parce que ça s'appelait Stratton Oakmont, la boîte. Donc déjà, ça me fait marrer de donner un nom à tes employés. C'est pour expliquer un peu le côté secte qu'il a voulu donner, etc. Ouais, c'est assez classique. Hein. Ah ouais? Bah oui. T'as des entreprises... Chez IBM, on appelle ça des IBMers. Enfin, tu sais, c'est assez. IBMer. Ouais. T'y vois un plus, toi? Dans une grosse boîte, tu penses que c'est bien de se sentir un peu appartenir? Non, je pense qu'on va pas s'arrêter sur la couleur du papier des chiottes non plus, en fait. Donc, non, c'est un détail, mais je veux dire que c'est assez classique dans la culture d'entreprise que de donner un nom aux gens qui travaillent dans cette boîte. Bon, première leçon, les 4 premières secondes. Alors, il raconte qu'il ne faut qu'un quart de seconde à un prospect. Ce qu'on appelle un prospect, c'est une personne qui pourrait devenir un client, pour prendre une première décision lorsqu'il vous rencontre. Mais en réalité, face à face, il faut également 4 secondes à votre interlocuteur pour prendre une décision définitive. Je trouvais ça dur et à la fois très réaliste. Il explique du coup que le processus commence littéralement dès que le prospect pose les yeux sur vous, face à face ou au téléphone. Vous avez besoin de convaincre votre prospect de 3 choses pendant les 4 premières secondes si vous voulez faire une bonne impression. Alors déjà, donnez-moi les 3 choses qui pour vous sont importantes. Je pense que vous devinerez jamais le premier truc que te dit Jordan qui m'a fait marrer. Pour faire bonne impression à la personne à qui tu parles ou à qui tu t'adresses face à face. En 4 secondes, t'as même pas le temps de dire bonjour. T'es d'accord avec ça, Manuel, ou pas? Déjà sur les 4 premières secondes, etc., la Oui. première impression. Oui, bien sûr. Alors que ça soit au téléphone ou dans la vie, c'est la même chose. Sauf qu'au téléphone, t'enlèves des paramètres, mais c'est pour ça que
Ça me fait marrer quand on dit l'habit fait pas le moine, etc. C'est pas vrai. Quand tu regardes quelqu'un, le premier avis que tu as avant même qu'il t'ait adressé la parole, c'est comment il se présente au reste du monde, Ouais. C'est pour ça que tu vas pas à un entretien en jogging. par exemple. Et c'est ce qui fait que tout le film, en tout cas au-delà du livre, on est toujours face à une personne qui est ultra confiante, qui... Donc qui- ça, voilà, c'était un premier élément. Le deuxième, c'est n'importe quel vendeur immobilier te le dira. Les mecs passent la grille du jardin et ils ont déjà un bon avis sur la maison, et dès que tu as ouvert la porte, ils décident s'ils vont acheter la maison ou pas dans l'entrée. C'est ouf ça. Bah, C'est comme ça. C'est comme ça. Jordan, il te dit, premièrement, le prospect doit comprendre que vous êtes malin comme un singe. Deuxièmement, vous débordez d'enthousiasme. Troisièmement, vous êtes un expert dans votre domaine. Alors après, dans les autres points, on va un petit peu détailler et autres sur quel point on peut jouer pour essayer que notre prospect interprète ces 3 points-là. Mais ces 3 éléments doivent absolument transparaître pendant les 4 premières secondes d'un entretien, sans quoi vous partez déjà avec un très sérieux handicap. Ouais, donc là, tu crées une recette et tu l'appliques à chaque fois, en fait. Ouais. C'est-à-dire que c'est une phrase que tu apprends quasiment. Parce que 4 secondes, Mais c'est même pas ça. Moi, je pense que c'est surtout, et il le détaille après, mais le niveau d'écoute, le niveau d'engagement que tu vas avoir dans la conversation, etc. Je prends un exemple, mais entre un conseiller pour des offres mobiles qui t'appelle comme si tu étais n'importe qui, et une autre personne qui sait déjà qui tu es, dans quel domaine tu travailles, etc., déjà, tu vas pas avoir le même niveau d'écoute. La démarche téléphonique, il faut quand même le dire, c'est un truc très très dur. ouais. C'est très difficile. D'abord parce que dans la plupart des cas, tu fais des appels non sollicités. Les mecs s'attendent pas à être appelés à ce moment-là pour ce sujet-là. Bah, t'emmerdes les gens, globalement. Dans la majorité des cas, tu les emmerdes. Bon, bref, c'est un exercice difficile. L'approche directe, en général, il y a des alternatives. Maintenant, tu peux utiliser les réseaux sociaux, enfin, il y a des alternatives, mais tu dois effectivement susciter de l'intérêt immédiatement dans les premières phrases, en fait. Pas passer pour un pollueur, en fait. Et puis marquer ton expertise très vite, parce que sinon tu passes pour un guignol. Et si tu ne donnes pas à penser ces éléments-là tout de suite, le mec, c'est shutdown, en fait, c'est fini, c'est terminé. Ça n'ira jamais plus loin. Donc, tu vois, on connaît tous ces phrases qu'on apprend aux gens qui font de la démarche téléphonique. Tu dis jamais « bonjour, est-ce que je vous dérange ?» Parce que par nature, tu déranges les gens. En fait, ils attendaient pas ton appel. Donc, moi d'ailleurs, en général, ce que je leur réponds, c'est oui, c'est déjà fait. Ouais. Et là, c'est fini. Et ça part pas bien, en fait. Et l'essentiel du travail se passe avant l'appel. L'essentiel du travail, il se passe dans la connaissance de ta cible, dans la connaissance de qui il est, son parcours, son contexte, ses attentes, qu'est-ce qu'il a dit récemment, qu'est-ce qu'il a déclaré, quels sont ses sujets de prédilection, etc. Et aujourd'hui, il y a zéro excuse pour les commerciaux, parce que ces infos, elles sont disponibles. Les mecs, ils ont des comptes Twitter, ils disent des trucs, ils ont souvent des comptes de réseaux sociaux, Insta ou autre. Tu peux connaître leur goût, Complètement. ce qu'ils aiment bien, etc. L'amener dans la conversation assez facilement. Tu regardes leur compte LinkedIn, même si tu n'es pas connecté à eux, tu vois leur dernier post, leur dernier partage, leur dernier like, ça te donne une idée de leurs préoccupations ou de leur sujet du moment. Et de leur disponibilité. Et donc, t'as jamais eu autant d'indices pour résoudre l'équation. Et dans ce cas-là, tu fais quoi? Tu t'en sers comme d'un prétexte pour les appeler? Du type je t'appelle parce que j'ai vu ça sur LinkedIn, félicitations, un truc comme ça, et après tu passes à ton sujet. Je pense déjà, il faut pas le tutoyer. Oui, non, mais ça dépend de quelle relation tu as, forcément. Mais, Jean-Jacques, on se connaît pas, mais je t'appelle. Est-ce que tu t'en sers comme d'un prétexte? Parce que là, j'ai une offre. Mais ça marche pas qu'avec des gens que tu connais pas. Ça les peut... gens que tu connais. Non, mais c'est des gens avec qui tu as déjà travaillé, etc. Tu peux aussi t'en servir. Il le Bien détecte, pardon, il en parle beaucoup dans le livre, mais tout ce travail en amont consiste à comprendre la problématique de votre prospect, en tout cas en partie avant de le contacter. Il y a un truc qu'il faut expliquer à tous les gens qui ont une activité commerciale de façon générale. C'est qu'on n'achète pas de solution quand il n'y a pas de problème. Donc le premier job d'un sales, c'est de faire exister le problème et de le faire constater. Le premier job, c'est de constater le problème ensemble. Après, on parlera de la solution. Mais un mec qui t'appelle out of the blue pour te dire « Je suis sûr que vous avez des problématiques de recrutement. » Mais qu'est-ce que t'en sais, en fait? Pose-lui des questions. Qu'est-ce que t'en sais? Tu vois, si t'arrives avec un vrai problème qui dit « Dans votre secteur, aujourd'hui, on sait que
pour 10 emplois, il n'y en a que 5 candidats disponibles, et donc vous avez 2 fois plus de demandes que d'offres, et on a des solutions pour régler ce ratio, et je vais vous expliquer comment et pourquoi vous pouvez augmenter de 30% votre vivier de recrutement. C'est pas la même histoire, parce que le problème, il est factualisé, et du coup j'ai envie d'écouter la solution. Surtout si j'ai dit sur mon LinkedIn récemment que on cherchait des gens à recruter, Bien sûr. et que on avait plein de postes ouverts, etc. Sous-entendu, on arrive difficilement à recruter. Donc le storytelling, quoi. En fait, tout part à chaque fois de là. Et la cible, parce que tout le monde veut toujours joindre le boss de la boîte, alors que la problématique d'un boss, c'est de bien déléguer ses sujets et de rendre des gens responsables dans son organisation de certaines thématiques. Donc des fois, il ne faut pas appeler le boss, mais il faut appeler le mec qui s'occupe de ce sujet. Bon, deuxième leçon de Jordan Belfort, il parle d'intonation et de langage corporel. Évidemment, si vous parlez physiquement avec une personne versus par téléphone, mais il a surtout donné des stats, et je voulais savoir votre avis là-dessus. Il dit qu'en réalité, les mots comptent à 10% seulement. Jordan Belfort estime que 45% qui fait une bonne conversation, c'est la tonalité, les bons temps de pause, les façons de s'exprimer, etc. Et 45%, c'est le langage corporel pour parler des rendez-vous physiques. Bon, je pense que c'est quand même défini à la pisse. À mon avis, il n'y a pas trop de science derrière. Les 3 sont importants. Après 10% pour les mots, quand on n'arrête pas de dire que le storytelling, c'est très important, que la problématique, etc., j'y crois pas trop. Je pense que c'est surtout pour choquer le lecteur. Mais ces trois piliers qui sont hyper importants, et tu peux pas te séparer d'un des 3. Mais je pense que ce qu'il veut dire, c'est que à niveau égal, c'est-à-dire si tu prends un bon storytelling parmi tous les vendeurs, ce qui va les départager, c'est leur langage corporel, leur niveau de calme, de certitude, d'assurance, etc., etc. Si tu prends 2 niveaux de storytelling comparables, et franchement, parmi les vendeurs, t'enlèves les mecs qui sont pas bons. Ensuite, tu prends des mecs qui sont vraiment très bons dans l'approche, et il y en a plein. Ce qui va effectivement les différencier, c'est leur personnalité. C'est est-ce qu'il arrive à connecter avec toi. En fait, quand tu fais de la vente, il y a un mélange entre de l'empathie pour résoudre un problème que ton prospect a et de la drague. En fait, c'est une espèce de speed dating. Ouais. Il faut que tu arrives à convaincre en très peu de temps que tu es la personne qu'il faut indispensablement pour résoudre ce problème, et que tu ne connaissais pas jusqu'à présent. C'est le swipe à gauche ou à droite. Oui, mais en speed dating, tu peux avoir de la personnalité. Si ce que tu dis n'a aucun sens, ça marche pas. Donc c'est plus le 10%, moi, avec lequel je suis pas d'accord. Il y a quand même des tonnes de meufs ou de mecs qui partent avec des gens qui racontent que de la merde. Oui. Donc c'est bien la preuve que dire des trucs intelligents n'est pas forcément nécessaire pour pécho. Moi, je pense que ce qu'il voulait dire dans ces stats-là, c'est que le storytelling s'apprend plus facilement, plus facilement et rapidement que le langage corporel et la tonalité. Je donne un exemple, par exemple, avec Manuel. Quand Manuel fait un Romain, call... il l'aurait jamais pécho. Tu vois, le problème, c'est que quand il parle là-dessus, après, on l'a perdu. Quand Manuel fait un call, et que moi, je fais un call, on peut avoir presque le même niveau de storytelling parce qu'on connaît le sujet, etc. Mais... il y a un truc de fou que j'explique pas, si ce n'est que c'est de l'entraînement et des années de pratique. Manuel sait détecter chez l'interlocuteur la tonalité ou les tout petits sons qui vont faire qu'il sait dans quelle direction l'amener. Parfois, l'interlocuteur va pas donner de prix ou de trucs et autres, mais au bout de 20 secondes, Manuel, il a compris que l'interlocuteur avait réellement déjà développé des moyens financiers pour envisager de régler ses problèmes. Alors que moi, au bout de 5 minutes de call, tant que j'ai pas parlé d'argent en gros avec lui, je suis incapable de te dire s'il est prêt ou pas pour essayer de s'engager. Mais ça, c'est dans l'écoute. Je suis le fils de Mesmer. Ça, c'est dans l'écoute, pas dans la parole. Ouais, mais je pense que dans l'écoute, ça va avec la tonalité, puisque mieux tu maîtrises la tonalité, mieux tu sais aussi la ressentir chez les autres. Non, mais là, c'est autre chose, parce que forcément que tu contrôles pas ce que l'autre dit. Donc ces stats, elles s'appliquent pas à ce que l'autre dit, elles s'appliquent à ce que toi, tu racontes. En fait, ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'il te dit pas. En fait, c'est toujours très intéressant de voir les sujets que les gens évitent. Et tu as 2 façons de regarder le truc, soit tu le regardes en plein, soit tu le regardes en creux. Donc tu regardes la situation et tu dis, il m'a dit tout ça, mais qu'est-ce qu'il ne m'a pas dit ? Et en fait, dans ce qu'il ne t'a pas dit, il y a beaucoup de sa psychologie ou de ses problèmes.
Donc il faut s'intéresser à ce que les gens ne vous disent pas. C'est très intéressant. Et ça dit, ça vous donne des indications sur comment mener l'entretien. Mais ça demande de fermer sa gueule. Genre son groupe sanguin, tout ça, enfin tous les trucs qui te disent pas, tu dois lui poser des questions. C'est hyper long, Manuel. C'est pas possible. J'aime bien quand Manuel il dit ça demande de fermer sa gueule parce que je pense que c'est le plus difficile pour une personne qui appelle quelqu'un pour vendre quelque chose. Le fait d'imaginer une seule seconde qui doit lui vendre quelque chose mais qui va quand même devoir fermer sa gueule et laisser des vrais temps de pause, etc. Je donne un exemple tout con. Ça s'adresse plus quand vous connaissez au moins déjà un peu le prospect et autres, plutôt que directement d'engranger la conversation en lui disant ah ben bonjour, comment tu vas, machin, ah ben j'ai vu que machin, etc. Non, bonjour, c'est Romain Lannéry. Juste mettre un temps de pause à partir de là et attendre que ton interlocuteur. C'est là que les gens raccrochent. Non, au contraire. C'est intéressant parce que souvent c'est l'autre qui démarre la conversation. Dure longtemps. Alors, je préfère le dire aux gens qui nous écoutent, vous n'êtes pas obligé de dire c'est Romain Lannéry, vous pouvez dire votre nom à vous. C'est vrai. Mais c'est intéressant vraiment de faire comprendre aux gens que le meilleur moyen de vendre, c'est d'écouter et de fermer sa gueule. Parce que, et on va le voir, après ça fait partie des points, bah, il faut pas vendre à chaque fois. Bah, le meilleur moyen de vendre, c'est de ne pas vendre. Exactement. C'est de donner aux autres l'envie d'acheter. Bon, troisième leçon. Oui. Contrôler son état émotionnel. Le contrôle de l'état émotionnel est primordial parce que votre état émotionnel du moment détermine votre capacité ou votre incapacité à atteindre vos objectifs. Lorsque vous êtes dans un état euphorisant, comme la certitude, bah vous êtes capable d'accéder à vos ressources internes et à l'inverse, si vous êtes dans un état incapacitant, vous vous préparez à un échec colossal. Donc, dans tout ce chapitre-là, il dit qu'en gros, il faut vous préparer à ce que chaque call ou chaque conversation soit un peu unique et pas juste enchaîner le truc en vous disant de toute façon c'est un plus, etc. Parce que tu pars déjà avec beaucoup d'handicap si tu n'y mets pas un minimum de bonne volonté. Et ce qui est marrant, c'est que Jordan Belfort perd pas le nord une seconde parce qu'il nous parle à ce moment-là de l'ancrage olfactif, le fait d'associer une odeur à un sentiment, une émotion. Et il nous vend, Jordan Belfort, je te jure, non, mieux que ça. Jordan Belfort conseille d'associer du coup une odeur à une attitude et nous vend un petit tube sur internet qui a une odeur particulière qu'on peut associer à la réussite. Comme ça, un petit coup de mou, on sniffe et ça repart. Je te jure, il y a un lien sur la Kindle où tu peux aller acheter un tube. Et je suis sûr que tu l'as acheté. Non, j'ai pas acheté. Mais c'est intéressant parce que par exemple, je sais que Manuel, toi tu kiffes les bougies, Léo aussi, et on est quand même un peu tous les trois souvent dans des trucs de mood, etc. où on aime se créer une ambiance. Ouais, alors là, toi moins que nous. Non, toi moins que nous. Très extrapolé. Toi, c'est l'odeur du sang, Manuel, qui t'a déjà remarqué. Non, mais la vérité, c'est que Manuel, Manuel, il y a toujours un foie de canard dans son bureau. Manuel, il pourrait se mettre assis à côté d'une poubelle dans la rue, tant qu'il a un téléphone et de quoi appeler, rien à foutre, il se met dans ses conditions et il le fait. Bon. Non, mais, vrai, mais si je peux m'asseoir dans un palace, c'est mieux. L'odeur, ça peut être un des paramètres. Oui, ça, c'est juste. C'est vrai que j'ai jamais vu bosser assis à côté d'une poubelle. Je sais pas pourquoi cet exemple, mais. Ça change un peu des jets privés. Il y a des choses. Tu dis ça, il a un bureau de 1000 mètres carrés, c'est bon, ça fait pas. Oui, non, Non, mais ça les change parce que effectivement, te pousser à aller respirer dans un tube au lieu de respirer de la coke, en fait, c'est peut-être une façon plus polie de dire ce qu'il faisait mais vraiment. Tu sais pas, il y a peut-être de l'amiante dans le tube. Tu sais pas ce qu'il a mis dedans. On sait pas trop. Mais la réalité, c'est que oui, ton état émotionnel impacte beaucoup la conversation. Et c'est ce qu'il disait. C'est pour ça qu'il veut des gens très inspirant, très dans un bon mood, etc., parce que tu véhicules aussi ton mood, pas que ce que tu dis, en fait. Et ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que tu attires à toi un peu ton mood du moment, ce que tu es. Voilà, quand tu as des emmerdes, ce que disait Chirac, hein, les emmerdes, ça vole toujours en escadrille. C'est à peu près ça. Donc si tu as un bon mood, forcément ça rend les choses un peu plus faciles. C'est certainement la raison pour laquelle ils prenaient autant de drogues et de substances étranges pour mettre leurs commerciaux sous stéroïdes pendant les calls et les sessions commerciales. Et le paramètre olfactif ne le faites pas. Et un des paramètres environnementaux qui peut te permettre d'entrer dans le flow. Au-delà du mood, ça peut vraiment permettre de te concentrer. Moi je sais que je me mets une bougie sur mon bureau, j'écris pas de la même manière. C'est vrai. Et puis en ce moment, il y a eu quand même des erreurs de bougies. Pourquoi ? Bon, attends, là t'étais en panne de bougie du Imakina, tu m'as mis des trucs, ça sent les chiottes au Bangladesh, c'est horrible en fait.
Bah, d'ailleurs, j'écris moins bien. Attendez-vous une baisse de niveau dans les prochaines vidéos. Moi, je trouve ça important, mais je trouve aussi que c'est parfois de mauvaises excuses. J'aime pas trop, j'ai pu travailler ou j'ai pu moi-même être parfois dans des situations où je dis non, mais là, j'étais pas dans le bon mood, là, hier, j'étais pas au bon endroit, etc. D'ailleurs, avec Manuel, on a eu beaucoup ces conversations. À un moment, Manuel me dit ferme ta gueule, prends ton téléphone et appelle. Je veux dire, arrête d'attendre d'être derrière ton ordinateur, la petite bougie allumée, le sport fait. À un moment, tu vas passer 2 calls dans la journée, quoi. Si tu veux être efficace, tu prends ton putain de téléphone et t'appelles. D'ailleurs, attends, parce que j'ai noté des quotes. Personne ne raccroche le téléphone avant que le client n'achète ou ne meure. Voilà, alors à prendre avec des pincettes, mais à un moment donné, c'est ce qu'on veut dire, c'est allez-y, faites, arrêtez de vous chercher des excuses, à vous dire est-ce que là j'ai bien le storytelling, est-ce que là j'ai bien le truc. À un moment, tu vas aussi t'entraîner en faisant et tu vas faire des conneries. Parce que t'as pas non plus besoin de rentrer dans le flow pour passer 2 appels. Le flow, c'est un état où vraiment tu sais que t'as besoin de te caler 1 heure ou plusieurs heures sur une tâche très précise et que tu vas faire que ça. Là, effectivement, tu peux mettre tous les paramètres, réunir tous les paramètres pour rentrer dans le flow. Moi, je pense que les sales ont besoin de se construire des convictions. Donc ces convictions, c'est le storytelling, la façon d'approcher ton histoire, la façon de mettre en scène le problème, la façon de proposer ta solution. Sans ces convictions, ils peuvent pas adresser le marché. Mais la réalité, c'est que se fabriquer ces convictions, c'est sans fin. C'est comme écrire un script de vidéo. Si à un moment t'as pas de deadline, tu le dis souvent, Léo, en fait ta vidéo elle sort jamais parce que t'as toujours envie de l'améliorer. Ouais. Donc ton cerveau il va te dire je peux faire mieux, je peux améliorer mon storytelling, là je vais changer ci, je vais changer ça, etc., etc. En fait, il faut que tu te crées suffisamment de conviction pour aller sur le terrain, et la suite, c'est la réaction de tes clients qui va te permettre de fine-tuner ton boulot. C'est souvent ce que je dis en disant on apprend autant en réfléchissant qu'en faisant. Et je dis bien autant. Tu peux passer des lustres à lire tous les bouquins que tu veux, à faire toute la théorie que tu veux, etc., etc. Si à un moment tu vas pas sur le terrain, que tu n'as jamais croisé un client vrai, que tu t'es pas pris des murs, etc., etc., ça marchera pas. Donc il faut faire. Et la machine humaine est mal foutue parce qu'elle a tendance à vouloir sur-réfléchir pour se sur-rassurer au lieu d'aller vers je fais, je me casse la gueule, j'ai mal, j'apprends, j'ajuste. Et ça, c'est un vrai souci. Il faut comprendre qu'on a ces 2 besoins. On a besoin de cérébraliser d'un côté pour pas partir en guerre à la fleur au fusil et avoir un minimum de plan. Mais de l'autre côté, et c'est la partie qui est la plus sous-cotée, on a besoin de faire, de se prendre des gadins, d'avoir mal, de mettre du mercurochrome sur les genoux, parce que sinon on n'apprend jamais à faire du vélo. Mais en fait, je pense qu'il suffit d'inverser le processus. Tu peux réfléchir, mais réfléchis après avoir tenté quelque chose. Réfléchis après avoir fait une action. Moi, j'ai constaté, mais assez récemment dans mon travail, dans mon workflow, que en fait, si je me dis ok, il faut que j'écrive cette vidéo, je me mets une toute petite tâche, juste commencer à faire une mind map, commencer à gribouiller des trucs, etc. Et au final, je me retrouve, plutôt que de le faire 15 minutes, je me retrouve à le faire pendant 1 heure. Et après cette heure-là, je me dis ok, c'est pas du tout ce que j'aurais imaginé, donc je vais pouvoir réfléchir, mais dans le bon sens, dans la bonne direction. Donc maintenant, je tente un truc, ce sera probablement de la merde, mais après je pourrai y réfléchir pour recadrer le truc. Emmanuel, t'es souvent le premier à dire aux équipes qu'il y a certaines choses, surtout les choses très long terme, je parle par exemple des présentations sur nos activités, sur des choses comme ça, etc. Ça, il faut que ça soit fait parfaitement, parce qu'une fois que ça sera fait, ça va être utilisé pendant plusieurs mois, envoyé à beaucoup de gens, etc. Mais t'es aussi le premier quand tu demandes des choses et que souvent on te les envoie en te disant bon, c'est pas parfait, mais voilà le truc, et tu nous réponds souvent oui, mais au moins c'est fait. Et on préfère un truc pas parfait, mais c'est déjà dans la boîte mail, c'est prêt à être déployé une fois, plutôt que ah non, c'est pas magnifiquement fait, mais en attendant t'en as 10 autres d'acteurs qui vont le faire et qui au moins eux il va se passer quelque chose, quoi. Bah oui, parce que c'est la différence entre un produit qui a une durée de vie longue et que tu vas exploiter dans la durée, et donc qui doit être peu daté, un peu visionnaire, et injecter suffisamment d'énergie et de substance pour durer un minimum, et de l'autre côté le fait d'adresser le marché dans le timing du marché. Avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. Avoir raison trop tard, c'est avoir tort. Il faut avoir raison au bon moment. Et donc la question de done is better than perfect, voilà, il faut fait, c'est pas parfait, mais c'est fait.
Bon, on a parlé de la façon de contrôler son état émotionnel maintenant, et la 4e leçon, c'était la certitude émotionnelle. Ça, je le trouvais super intéressant, on va vraiment le développer ensemble, mais à la différence de la logique, pour convaincre votre prospect émotionnellement, vous allez devoir lui dépeindre une vision de l'avenir dans laquelle il a acheté votre produit et dans laquelle il peut se visualiser en train d'utiliser le produit et en ressentir tous les effets positifs. Je trouvais cette partie intéressante parce que la certitude émotionnelle, c'est un petit peu difficile, et il le développe beaucoup dans le livre en disant que plus vous allez vous intéresser aux problèmes de votre prospect, mieux vous allez le connaître, plus vous allez pouvoir continuer de lui raconter cette histoire qu'il vit et qui se répète avec beaucoup d'échecs, pour ensuite lui raconter une histoire que vous pourrez régler avec lui. Ce qu'il dit ici dans cet argument, c'est surtout la projection du vécu de la solution. C'est exactement pour ça que les concessionnaires de voitures te font essayer des voitures. Ou les agents immobiliers qui te disent bah là vous pouvez mettre un dressing, etc., qui te projettent des moments de vie. Parce que dès que tu as commencé à te projeter dans l'étape d'après, dès que tu as essayé cette caisse, que tu as été derrière le volant, que tu as vécu ces sensations, etc., ce ne sont plus que des mots, ce ne sont plus des caractéristiques techniques, etc., etc. Ce sont des sensations. Nous sommes des mammifères, on a besoin de éprouver, de sentir les choses physiologiquement pour finir notre opinion. Et ben là, une grosse partie de la vente se fait aussi là. C'est tout con, mais pardon, vas-y. En fait, il y a un premier sas qui est mériter l'attention que tu demandes à la personne en face de toi. Pour ça, il faut qu'il y ait un problème, il faut que tu aies de l'expertise. Une fois que tu as capté son attention, il faut que tu lui démontres que le problème existe et que la solution que tu as à proposer adresse véritablement un de ces problèmes. Et ensuite, si tu l'aides à se projeter dans l'étape d'après, alors qu'il n'a pas encore acheté, et que tu lui permets de commencer à éprouver ce que serait sa vie avec la solution, c'est quasiment gagné. C'est la raison pour laquelle, dans le software, on fait du freemium. On te met à disposition le produit avec des fonctionnalités bridées pour que tu commences à vivre ce qu'est la solution. Et derrière, tu achètes les fonctionnalités payantes parce que tu te dis, c'est trop bien. C'est trop bien et je vais pas me passer de cette feature et de cette feature. Donc c'est exactement ça. C'est pour ça que dans les Apple Store, les MacBook, les écrans sont orientés à un certain degré. Les employés des Apple Store ont une consigne là-dessus. Ils doivent vraiment orienter l'écran du MacBook un peu vers le bas parce que ça perturbe les gens qui passent devant. Et plutôt que de simplement le regarder, ils redressent l'écran. Donc ils commencent à toucher le produit. Donc ils sentent la qualité du matériau, ils voient la qualité de l'écran, etc. Ils commencent à le toucher comme si c'était le leur. Et tu vends une expérience qui est complètement différente. Mais je savais pas, c'est ouf. Je savais pas. Moi j'ai un autre exemple, surtout dans notre industrie. Plus vous avez d'exemples, et plus c'est facile pour votre interlocuteur de s'imaginer à la place de ces exemples-là. Ouais. Et souvent, je trouve ça très compliqué, les gens, et c'est pour ça qu'on en avait parlé dans d'autres podcasts aussi, le fait de démarrer un peu à cette façon freemium de dire ok, je te fais des photos, mais en échange, moi, ça me permet d'avoir ces photos-là, etc., pour pouvoir ensuite essayer à ce que tes prospects s'imaginent à la place de la personne pour qui tu as déjà shooté ces photos-là, etc. Donc, c'est important d'avoir beaucoup de visuels et beaucoup d'exemples qui soient faciles pour vos prospects de se les interpréter, en fait. De toute façon, c'est très simple, il suffit de suivre le modèle de toutes ces arnaques de régime, etc. C'est exactement ce qu'ils te vendent. C'est Patrice, il a perdu 45 kilos, et puis Mireille, elle a perdu aussi 90 kilos en suivant notre régime. Ils ont tout compris. Visiblement, Mireille avait plus de problèmes à résoudre. Oui, ou Mireille est décédée. Parce que Bon, les gars, 5e leçon, c'est l'art de la prospection. Mais avant de raconter une anecdote et autres qu'il y a dans ce passage-là, je pouvais pas finir cet épisode sans vous le demander. Vendez-moi ce stylo. C'est pour ça qu'il m'a envoyé un message tout à l'heure. Mais en plus, c'est très peu radiophonique. Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu veux que je te vende ce stylo ? Il y a le nom de ma marque dessus. C'est vrai. Léo. Oui. Raconte l'anecdote et vends-moi ce stylo. Tout à l'heure, il m'envoie un message, il me dit tu peux descendre un stylo, s'il te plaît. Tout ça et je lui ai fait croire que j'étais stressé, que je voulais jouer avec le stylo. Tout ça pour nous tendre un stylo. Ce que les gens ne verront pas. Non. Mais ça va être intéressant parce que je vais raconter ce stylo. Vends-moi ce stylo, Léo. Donc c'est Écoute, c'est très simple, je l'ai touché. C'est 10 000 balles. Allez hop, ça dégage. Magnifique. Manuel, vends-moi ce stylo plus sérieusement. Comment tu ferais ? Je vais te parler de ta capacité à fixer toutes tes idées, toutes tes émotions en toutes circonstances, à tout moment. Ok. Parce qu'une idée qui s'évapore, c'est peut-être le business de ta vie qui s'envole. C'est beaucoup plus philosophique que ce qu'il va dire là maintenant.
Parce que Non, parce que c'est intéressant. En fait, t'as créé un besoin. Voilà. C'est ce qui est dans le film que tu vas dire là? Oui, en tout cas, c'est ce qu'a raconté Jordan Belfort avec l'un de ses associés. Bon, Jordan Belfort raconte cette histoire qu'il a fait vivre à une jeune recrue. Il lui a demandé de lui vendre un vieux stylo qui était posé là sur la table et la recrue a démarré, pleine confiance, par détailler le produit pendant 15 minutes avant que Jordan Belfort le coupe, lui défonce sa gueule et lui dise qu'il n'utilise pas de stylo et qu'il n'en a pas besoin. Et pile à ce moment-là, comme par hasard, son associé qui s'appelle Danny rentre dans le bureau et Jordan l'interpelle pour lui demander de vendre ce stylo. Danny prit le stylo, regarde à Jordan et lui dit « Alors, dites-moi Jordan, depuis combien de temps cherchez-vous un stylo ?» Jordan répond qu'il n'en cherche pas et qu'il n'en a pas besoin. Danny lui dit de garder son stylo de merde et se tira du bureau. Intéressez-vous à votre client et fermez votre gueule. C'est exactement ce qu'on a dit au début, mais le meilleur moyen de vendre, c'est de vous intéresser à la personne que vous avez en face de vous. Si vous essayez de me vendre un stylo à moi, je pense que ça marchera pas aussi bien qu'à un littéraire qui a envie d'écrire à la plume, etc. Et dans le film, il n'y a pas un exemple où il lui propose un contrat, il lui dit est-ce que vous pouvez signer le contrat et le mec lui dit a non, dit, j'ai pas de stylo. En fait, dans le film, la réplique n'était pas la vraie réplique, et dans le film, il lui dit écris-moi ton prénom. J'ai pas de stylo, voilà, t'as un besoin, je te donne voilà, pour répondre à ton besoin. Donc ça, c'était intéressant aussi parce que en fonction de la discussion que tu peux avoir avec ton prospect, tu peux aussi créer un besoin. Et c'est souvent, je pense, tout l'objectif des campagnes marketing. T'as jamais besoin de cette paire de baskets, sauf que voilà. Vous créez un besoin. C'est ça du marketing. Non mais elle est marrante je trouve parce que cette phase là du vendez-moi ce stylo elle est tellement mythique et à la fois je pense qu'en une phrase tu peux comprendre que le plus important c'est pas toi dans la conversation mais c'est la personne à qui tu parles. C'est la partie du film la plus citée. Ouais. Et c'est la partie du film la plus représentative de ce que ce mec a fait. C'est créer du besoin artificiel, malheureusement sur une arnaque, mais créer un besoin artificiel qui a décidé des gens à leur donner à lui leur confiance. Puis et leur argent. Ouais, mais c'est ce que j'entends par la confiance. Un peu. Mais en même temps, il s'était attaqué à un besoin qui est tellement un besoin primaire pour tout ce qui est de toujours gagner plus, etc. Alors primaire pour Romain, pas pour tous, pour tous les monégasques. Non. D'accord. Donc toi, si demain on vient te dire j'ai un truc super, etc. Je sais comment te faire gagner 2 fois la somme que tu as investie, j'en suis persuadé, blablabla, avec tout le speech qui va bien autour, etc. Ça ne t'intéresse pas. Tu dis non, je suis pas pour gagner facilement de l'argent. Ah bah moi, le premier truc que je fais, que je me dis, c'est où est l'arnaque. Oui, maintenant, mais on remet maintenant, ça. Non, depuis longtemps. Mais même sans somme investie, il y a plein de fois où on m'a proposé des trucs et j'ai dit non, tu vois, donc c'est pas non plus... on a dit qu'on parlait pas de sa vie sexuelle. Ah oui, non, ça j'accepte tout le temps par contre. Les gars, écoutez, j'espère que ces 5 leçons vous aideront à être un petit peu plus le Jordan Belfort d'aujourd'hui, même si pour que ce soit celui d'aujourd'hui ou celui de la veille, je vous conseille pas forcément. Mais ceci dit, essayez d'être un bon sales déjà. Ça serait déjà bien. Il n'y a pas besoin d'être un Jordan Belfort qui a aussi détruit beaucoup de valeurs. Et merci à Hollywood de l'avoir rendu sympa, alors que c'est un escroc. Et surtout, achetez le flacon. Salut.